Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Cette semaine, on va parler des 5 choses qui m'ont semblé surprenantes quand j'ai déménagé au Canada. Il a fallu que je me creuse un petit peu la tête parce que mine de rien, après presque 9 ans ici, il y a beaucoup de choses où je me suis habituée et je me souviens plus que c'était surprenant. Mais c'était aussi sympa de remonter dans mes souvenirs et de me rappeler comment je me sentais quand je suis arrivée en 2014. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques semaines. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pourrez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous soyez en train de prévoir des vacances au Canada. Et vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. J'adore voir les réactions des gens qui visitent le Canada pour la première fois. Encore cette semaine, j'en parlais sur Instagram, j'ai rencontré des parents dans la rue qui venaient rendre visite à leur fils au Québec et qui en ont profité pour faire un tour par Toronto et les chutes du Niagara. Et donc dans la rue, je les ai entendus parler français, j'ai souri et on a commencé à discuter. C'est très facile de repérer des parents qui visitent Toronto. À chaque fois, je peux être sûre que s'il y en a dans le coin, je vais discuter avec eux parce que j'adore avoir leur perspective. J'adore les voir découvrir pour la première fois. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs parents qui me suivent aussi sur Instagram. Et d'ailleurs aussi sur YouTube, il me semble. Donc, coucou à tous les parents d'ailleurs, des enfants qui vivent ici. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que moi, je trouvais étonnant quand je suis arrivée. Peut-être que vous allez trouver que certaines de mes réponses ne correspondent pas du tout à ce que vous avez trouvé étonnant. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles moi, je n'ai pas été surprise et que vous allez dire, bah si, ça c'est hyper surprenant. Donc, je suis curieuse aussi d'avoir votre retour. N'hésitez pas à mettre votre top 5 des choses surprenantes que vous avez vues au Canada, que vous soyez venu en vacances ou que vous soyez venu pour y vivre comme moi. On attaque tout de suite avec la première chose et c'est sûrement une des choses les plus surprenantes que j'ai vues ici, c'est que le lait ici se vend en sachet. Je vous laisse analyser cette information parce que c'est vrai que si on m'avait dit ça avant que j'arrive, je me serais sûrement demandé comment on stocke du lait dans des sachets, comment Enfin voilà, je ne sais pas comment vous imaginez ça dans votre tête quand je vous dis ça, et mettez-moi ça dans les commentaires, je suis curieuse de voir à quoi vous pensez que ça ressemble. Mais le lait ici se conserve en sachet, donc ils n'ont pas le même système que nous on peut avoir en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les pays d'où vous êtes en regardant cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je suis curieuse de voir, c'est vrai qu'avant d'arriver ici, je pensais qu'il y avait seulement une seule façon de stocker le lait et je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons. Nous en France, par rapport à l'emballage, on peut le laisser dehors, donc vous pouvez en acheter par exemple un pack et le laisser dans votre garage, dans votre cellier, dans votre placard en attendant de l'avoir ouvert. Ici, ils sont tous conservés au frais. Et pour l'histoire du plastique, c'est vrai que c'est assez surprenant et ça remonte en fait aux années 60. Jusqu'à la fin des années 60, le lait était conservé dans des bouteilles en verre, sauf que ça coûtait très cher entre la fabrication, mais aussi le nombre de bouteilles qui étaient cassées, donc qui ne pouvaient pas être réutilisées. Donc ils ont cherché une alternative. Et c'est en 1967 que l'entreprise Dupont a lancé sur le marché les emballages comme on connaît aujourd'hui, donc le plastique. Donc les sacs sont devenus la norme à partir de ce moment-là. Et à ce moment-là, ils ont aussi profité de changer les contenants parce que c'est le moment où le Canada a laissé tomber la façon de mesurer des États-Unis et a basculé sur le système métrique qu'on connaît en France. Donc ils ont profité en fait de cette opportunité. Au lieu de changer la taille des bouteilles, ils ont complètement changé le contenant. Ils sont passés sur quelque chose qui était plus économique pour eux et plus pratique. Enfin, je dis plus pratique, je trouve personnellement que c'est pas pratique et c'est pas quelque chose que j'ai chez moi parce que par exemple, vous pouvez pas le stocker couché dans le frigo. Vous devez en fait le mettre dans une sorte de pot à eau. Alors attention, je sais que pot à eau, c'est pas le même mot dans toutes les régions de France. Donc je vais mettre une image ici pour que tout le monde soit sur la même page. Vous devez en fait le mettre dans ce pot à eau, ce pichet en plastique. Vous devez couper le petit bord devant et c'est comme ça que vous en servez pour verser. Donc vous êtes obligé de le stocker debout une fois que c'est ouvert. Et quelque chose d'important à savoir, c'est que suivant les endroits au Canada où vous allez aller, c'est pas forcément le moyen de stocker le lait qui sera le plus courant. C'est plus courant en Ontario, au Québec et dans les maritimes, mais apparemment du côté de la Colombie-Britannique par exemple, j'ai certains abonnés qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier à ici.
Et donc ça explique pourquoi le lait, qu'il soit ouvert ou non, est stocké au frais, alors qu'en France, tant qu'il n'est pas ouvert, vous pouvez le garder au placard. Et le contenant, c'est pas la seule raison qui fait qu'on conserve le lait de manière différente en France et au Canada. C'est parce qu'en fait, le lait n'est pas traité de la même façon. Le lait pasteurisé, comme on trouve au Canada, doit se conserver au frais, alors qu'en France, 97%, d'après les chiffres que j'ai trouvés, 97% du lait est du lait UHT, du lait qui va être traité d'une façon à être conservé sur une longue durée, qui n'a pas besoin d'être au frais. Après, si vous préférez le lait en bouteille, par exemple, moi je préfère quand on en prend, j'en bois très peu, donc c'est vrai que ça me concerne pas trop. Vous en aurez en fait, c'est juste qu'il va être disponible au rayon frais et qu'il sera pas dans un rayon comme nous, on peut le voir en France, à la température ambiante. Et d'ailleurs, quand je leur en parle aux Canadiens, pour eux c'est complètement normal et presque, en tout cas les Canadiens en Ontario, et presque ils me rigolent au nez quand je leur dis que c'est surprenant pour nous. Et Monsieur Chaton, quand je lui en parle, il m'a dit que lui, c'est ce qu'il a toujours eu, que c'est normal. Et quand on est allé en France, c'est qu'il a vu tout ce lait dans les rayons à température ambiante, il était presque en panique. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Donc c'est aussi voilà, marrant. La prochaine fois qu'on va en France, j'essaierai peut-être de voir aussi, de filmer tout ce qui le surprend en France, parce que ça peut être sympa de voir l'inverse aussi. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'on y va dans quelques mois, donc je peux préparer ça, et me servir de lui comme cobaye. La deuxième chose que j'ai trouvée surprenante, c'est qu'au feu rouge, vous pouvez tourner à droite. Attendez, je vous explique. Donc vous êtes sur cette route-là, et vous avez cette route-là qui arrive perpendiculairement, comme ça. Il y a des gens qui feraient des schémas, il y a des gens qui vous feraient une animation et tout ça. Moi, je vous fais des démonstrations avec les mains. J'espère que vous appréciez la qualité de cette vidéo et tout l'investissement personnel que j'y mets. Donc, vous attendez, vous, avec votre petite voiture ici, il y a cette rue-là qui traverse. Cette rue-là a le feu vert, vous avez le feu rouge. Sauf que vous avez prévu de tourner à droite. Et ça va peut-être être la gauche pour vous, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace, donc c'est possible que pour vous, ce soit l'inverse. Donc vous voulez vous tourner de ce côté-là. Il n'y a personne qui arrive sur la rue qui est perpendiculaire, donc vous pouvez en fait, avec votre petite voiture, tourner à droite. C'est très surprenant et vous risquez sûrement de vous faire klaxonner par les gens qui sont derrière et qui ont l'habitude de conduire, surtout si vous êtes dans une grande ville. Alors attention, hein, n'ayez pas peur, honnêtement à Toronto, oui ça klaxonne, mais les gens ne sont pas agressifs, donc même si vous mettez un petit peu plus de temps, c'est pas très grave, et puis au pire les gens ils râlent, ils râlent. De toute façon maintenant vous le savez, donc vous ne ferez pas patienter les gens derrière vous, mais il faut regarder en fait, puisqu'il y a quand même des endroits où c'est interdit, vous regardez les panneaux et c'est marqué, des fois vous n'avez pas le droit de tourner en fait à droite, par exemple entre 7h du matin et 7h du soir, mais le reste de la nuit vous pouvez. Et la partie sur laquelle je veux vraiment attirer votre attention, parce que ça peut être vraiment dangereux, c'est que lorsque vous traversez, et donc c'est blanc, puisqu'ici c'est blanc, c'est pas vert, quand vous pouvez traverser, en vous disant que personne ne peut arriver puisque c'est rouge, en fait comme les gens peuvent tourner à droite, potentiellement vous avez des gens qui pourront tourner à droite au feu rouge et donc passer à l'endroit où vous êtes en train de traverser en pensant que c'est complètement sécuritaire. Donc vraiment, écoutez ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes tout petit et regardez à plusieurs fois avant de traverser, même si c'est blanc / vert pour vous. La troisième chose surprenante selon moi, on en parlait un petit peu plus tôt quand on parlait du lait, mais c'est le mélange de mesures. En fait, ils vont compter en litres, mais par contre, ils vont mesurer en feet, donc en pieds. Ce qui parfois peut être très compliqué, et je vous invite à faire le test autour de vous avec des Canadiens, et sans se moquer, hein, c'est vraiment pour montrer les différences et pour tester, et pour vous montrer aussi que je vous dis pas de bêtises. C'est que si vous dites à un Canadien par exemple, tiens, ce magasin, il est dans 500 mètres, il y a de grandes chances qu'il ait aucune notion de ce que représente 500 mètres. Et c'est quelque chose que je ne savais pas avant d'être avec Monsieur Chaton. Et quand une fois au tout début, je lui ai dit non mais ça va, on peut marcher, c'est juste à 500 mètres, et qu'il m'a regardé avec des gros yeux, je me suis dit mais tu sais pas ce que c'est 500 mètres? Il me dit ben non, j'ai aucune notion de ce que 500 mètres représente. Je dis mais tu rigoles, enfin, bon, parce que pour moi c'était basique et je m'étais jamais retrouvée dans cette situation avec quelqu'un qui comprenait pas 500 mètres. Il m'a dit la seule chose que je connais pour 500 mètres, c'est le tour qu'on faisait au sport quand on était au collège quoi. Je lui dis ok, donc non, ça va pas t'aider parce que du coup la seule notion de 500 mètres que tu as, c'est un truc ovale. Donc au niveau de la distance dans la rue, tu n'as aucune notion de ce que je veux te dire. Et donc à savoir en fait que ici, quand vous voulez par exemple leur dire que le magasin est dans 500 mètres, vous allez compter en nombre de blocs de rue. Donc c'est à 2 blocs d'ici. Ce qui, selon moi, n'est pas du tout précis parce que suivant la taille de la rue, au final, ça peut être 500 mètres, 800 mètres.
Après, vous allez me dire, on n'est pas à 300 mètres près, mais je sais pas, c'est juste beaucoup moins précis, je trouve. Et c'est pareil pour la taille. Donc, ça fait 9 ans que je suis là et quasiment 9 ans que je n'ai aucune idée de la taille que je fais à chaque fois que je vais chez le médecin ou voilà, un autre endroit où on a besoin de savoir ma taille. Heureusement, par exemple, quand j'ai fait mon passeport, un truc comme ça, ils savent en centimètres aussi. Par exemple, moi, je mesure 1,68 m pour nous, mais pour eux, je mesure 5,6 pieds. Voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, et encore là, en fait, je vais pas vous mentir, j'ai dû regarder sur Google avant de vous le dire, parce qu'en fait, j'ai aucune idée de combien je mesure ici. Et en fait, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que c'est pas comme aux États-Unis où ils utilisent tout le même système américain, et comme en France où on utilise le système métrique. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. Ici, ils vont vous parler, donc du coup, comme je vous disais, en feet, donc en pieds pour la taille que vous faites. Pour votre poids, ils vont vous parler en pounds. Donc, on a des gros problèmes d'ailleurs avec la balance parce qu'on passe d'un truc à l'autre. Parce que moi, il faut que ça soit en kilos et il faut que ça soit en pounds. Bon, il y a des plus gros problèmes que ça dans la vie, mais c'est juste pour vous dire que même au quotidien, c'est des choses où on ne peut pas se comprendre. Enfin, son poids, j'ai aucune idée en fait de combien il pèse et il a aucune idée de combien je pèse. Ok, c'est pas important, mais c'est pour vous montrer à quel point on n'a aucune notion de ce que la mesure que l'autre utilise veut dire. Mais à côté de ça, ils vont utiliser les kilomètres, alors que les Américains utilisent des miles. Donc voilà, ils ont pris ce qui leur plaisait d'un côté et ce qui leur plaisait de l'autre, et puis ils ont fait leur propre mélange. Ce qui apporte son lot de confusion pour les nouveaux arrivants comme nous. Et maintenant, passons au 4e point, et ça c'est un point qui m'a énormément étonnée aussi, et surtout parce que j'ai commencé à travailler en magasin. C'est que quand vous rentrez dans les magasins, on va vous demander comment vous allez. Bonjour, comment ça va? Et en ayant travaillé en magasin pendant 3 mois quand je suis arrivée ici, c'est vraiment quelque chose qu'on vous demande de faire. C'est obligatoire quand un client rentre, vous devez lui demander comment il va, vous devez l'accueillir et lui montrer que vous êtes content de le recevoir dans le magasin. Et autant au début c'est bizarre et c'est vrai que les gens qui viennent en vacances même trouvent ça surprenant et même un petit peu envahissant par rapport à ce qu'on peut connaître, mais j'avoue que c'est tellement agréable, puis je trouve que ça engage aussi la conversation assez facilement si vous avez besoin d'aide parce qu'on vous a déjà accueilli avec le sourire et c'est pas du tout pour critiquer d'autres pratiques dans d'autres pays dont le mien parce que c'est vrai qu'en France et c'est pas du tout vraiment je le dis pas pour critiquer, il y a beaucoup de magasins où vous rentrez et on vous a à peine remarqué. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu plus envie de dépenser son argent et de faire travailler un business quand les gens sont accueillants plutôt que quand les gens ne vous calculent pas du tout. Hein, ça après, chacun fait comme il veut parce qu'il y a sûrement des gens qui préfèrent qu'on leur parle pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable qu'on nous parle. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans les restaurants. Et c'est quelque chose d'un petit peu surprenant aussi au début. C'est que le serveur ou la serveuse que vous allez avoir va venir, va vous saluer, va se présenter, va vous donner son nom, va vous dire que c'est elle ou lui qui va s'occuper de vous pour la soirée. Ils vont vous demander par exemple si vous fêtez quelque chose, si vous avez des plans après le restaurant. Donc c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus personnel, je trouve. Je sais qu'on va me dire oui, mais c'est parce qu'ils attendent leur pourboire, donc ils veulent être sympas pour avoir leur pourboire. Je pense qu'évidemment, il y a cette partie-là où ils savent que s'ils font un bon travail, ils vont être récompensés. Mais je pense aussi qu'au niveau culturel, il y a ce sens du service client qui est beaucoup plus important ici que ce que ça peut l'être dans d'autres pays. Et j'ai un exemple vraiment très simple, c'est ici. Alors évidemment, ce que je vous dis, c'est pas 100% du cas et vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui est moins bien et qui n'est pas au même niveau que les autres. Mais si j'appelle un service client, je sais que les gens vont se démener pour m'aider et que vraiment ils vont être vraiment embêtés si jamais ils n'ont pas de réponse. Ils vont appeler leur manager s'il faut, ils vont faire des recherches et il y a vraiment ce besoin de satisfaire le client et de ne pas laisser quelqu'un dans sa galère tout seul. Pour vous donner un exemple aussi, il y a quelques années, j'ai fait remonter un souci à ma banque en leur disant, bah voilà, on m'a fait ci, ça, machin, et parce que j'étais vraiment, ça m'avait foutu dans une bonne galère. Et on m'a rappelé, j'ai passé 1 heure au téléphone avec la personne qui m'a expliqué plein de trucs. Et à la fin, ils m'ont dit, bah merci beaucoup parce que vous nous aidez à améliorer notre service, donc on vous offre 100 $. Non mais c'est le rêve de tout Français de se plaindre et de gagner 100 $. Enfin, j'étais, blague à part, j'étais vraiment contente qu'ils aient pris la peine de m'appeler. À l'inverse, la dernière fois que j'étais en France, j'ai appelé, je crois que c'était SFR pour mon grand-père ou Canal, je sais plus, pour régler quelque chose. Et le mec m'a raccroché
accroché au nez parce qu'il n'avait pas du tout envie de s'occuper de moi. Voilà, c'est pas pour critiquer un système plus que l'autre, c'est juste pour vous dire que ici c'est vraiment quelque chose de très important et je trouve que c'est assez agréable en fait en tant que client parce que mine de rien, on paye un service et c'est quand même assez sympa, je ne sais pas quel mot utiliser, de se dire que la personne qu'on a en face prend notre problème à cœur et va faire en sorte de trouver une solution. Donc voilà, le service client, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée au départ. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis habituée et je trouve ça super confortable et tellement plus serein au quotidien. La dernière chose qu'on va aborder ensemble, c'est la flexibilité au travail. Alors encore une fois, ça ne va pas être le cas dans toutes les industries, dans toutes les entreprises, mais en tout cas, moi, l'expérience que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a une flexibilité au travail que je n'avais pas forcément connue en France, et en tout cas une relation entre l'employé et l'employeur que je trouve plus saine, parce que c'est plus dans la collaboration plutôt que ce sentiment un petit peu de dominance et voilà, je te donne un boulot donc tu devrais déjà être reconnaissant. C'est plus de la collaboration. Qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter pour améliorer mes équipes? Qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter pour améliorer mes projets? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très surprenant au début. Et pareil, on s'habitue énormément à ça. Et aussi beaucoup de flexibilité au niveau de la compréhension de votre situation. Par exemple, mon deuxième boulot, les managers avaient vu qu'en fait, je commençais un peu à être détachée, j'en avais un petit peu marre. Et au lieu de se dire, bon, bah, là, on a juste rien à faire de son boulot, ils m'ont prise à part et ils m'ont demandé en fait comment ça allait. Ils savaient que c'était ma première année à l'étranger. Ils m'ont demandé comment je vivais le fait d'être loin de ma famille, si j'avais besoin de prendre du temps, si jamais j'avais besoin d'aller en France pour voir ma famille. Ils ont été très très ouverts avec moi et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié parce que je me suis dit que j'étais pas seulement un numéro et qu'ils se souciaient de moi en tant que personne et pas seulement comme un employé qui remplit des tâches et donc qui coche des cases pour eux. J'ai énormément apprécié. Il y avait aussi quelque chose d'important et que je voulais mentionner ici, même si ça ne me concernait pas, c'est que j'avais vu aussi beaucoup de flexibilité au niveau de la religion. Et je sais que c'est un sujet qui est un petit peu tabou en France et qui fait débat. Ici, c'est pas un sujet qui fait débat, c'est pas un sujet qui est tabou. Et j'avais des collègues en fait qui partaient le vendredi après-midi pour aller faire leur prière. Je sais pas après comment ça se passait le reste de la semaine, si c'est des... Enfin, on n'en avait pas parlé, mais je sais juste que le vendredi, ils pouvaient aller à la mosquée et que c'était pas du tout un problème. Ils rattrapaient en fait leurs heures et personne ne leur posait de questions. D'ailleurs, mon manager y allait aussi. Et quand je suis allée travailler à la banque, il y avait une salle de prière. Ça ressemblait, vous savez, comme les petites salles pour téléphoner. Et donc vous aviez l'espace qui était libre pour les gens qui voulaient aller prier. Et je trouve que ça, c'est important. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui parlent de ça et encore moins des gens comme moi qui ne sont pas concernés. Mais je sais que parmi vous, il y a sûrement des gens qui se posent la question. Et donc même si ça ne me concerne pas, je trouvais que c'était intéressant à mentionner. Et voilà, cette flexibilité, je trouve que ça aide énormément à se sentir bien dans une entreprise. Ça aide aussi à vraiment s'investir. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu et qui me plaît encore énormément aujourd'hui, parce que même encore aujourd'hui, si vous savez, je travaille avec une agence, si jamais j'ai besoin de quelque chose ou j'ai besoin de flexibilité, comme là je vais avoir mes étudiants, il n'y a aucun problème. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une plus-value que les entreprises ici apportent. Encore une fois, c'est peut-être possible dans certains autres pays, c'est peut-être possible dans certaines autres entreprises, c'est peut-être pas pareil dans toutes les entreprises ici et suivant le milieu, mais en tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai eue et j'espère que ce sera l'expérience que vous aurez aussi. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à en apprendre un petit peu plus sur la vie à Toronto. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir. Je vous ai montré d'ailleurs cette semaine sur Instagram la danse que je fais à chaque fois que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés. Je suis vraiment super contente de voir que cette chaîne grandit de jour en jour grâce à vous. Je prends vraiment énormément de plaisir à préparer ces vidéos pour vous et je suis vraiment hyper excitée quand elles sortent. J'adore être dans le chat pour discuter en même temps avec vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir voir Toronto au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.